est-ce qu'on m'entend maintenant? Parfait. Est-ce que la qualité sonore est supportable? J'en profite vu qu'il est 2 minutes avant l'heure. Donc j'en profite pour les quelques derniers réglages. Hop. Bon, en tout cas, je vous remercie pour votre présence. Premier meet-up, du coup, comme vous pouvez le voir en streaming, donc forcément, pas dénoué de problèmes techniques. Petit problème avec le YouTube Live, mais rien qui n'a su se régler avec un peu d'effort. Je vois que la Live Chat View a pas l'air de se mettre à jour non plus avec les infos du chat. C'est un peu triste. Je vais voir si je peux y faire quelque chose. Ah, voilà, parfait. Ah, c'est bien, c'est le chat de l'autre session qui s'affiche, j'ai l'impression. C'est génial. Voilà. Ah non, bonjour, pas de son, bonjour à tous, hello. Non, c'est tout bon. Parfait, on est au top, 18h, c'est le moment de commencer. Donc merci encore pour votre présence. Donc premier meet-up en live streaming des gentils développeurs Data Platform avec un premier sujet qui concerne les calculation groups en DEX. J'ai monté un peu le volume. Alexandre, tu me feras un petit feedback pour savoir si c'est plus satisfaisant de ton côté. Donc, du coup, les calculation groups. Un vaste sujet nouveau, finalement, dans le monde du tabulaire, qui est venu se suppléer à ce qu'on pouvait faire en MDX. Pour les plus anciens, on a beaucoup fait de MDX. Et quand on a fait du MDX, on faisait ce qu'on appelle des scopes. On en faisait beaucoup. On allait dans l'onglet Calculation du modèle multidimensionnel. Et puis là, on tartinait les scopes. Les scopes, c'était quoi? C'était l'idée de pouvoir fixer un certain contexte en fonction de ce qu'on allait choisir. De faire des sortes de visions de sous-cubes sur nos analyses. Bref, je ne rentre pas dans le détail du MDX, même si j'adorerais pouvoir continuer à faire des sessions sur ce sujet-là. Il se trouve que la technologie a largement été dépréciée depuis, avec l'arrivée du DAX et des modèles tabulaires. Mais ce qu'il est intéressant de noter, alors hop, je vous quitte la vue, la vue où vous me voyez en grand. Ce qui est intéressant de noter, c'est que on avait un modèle poussé par SQLBI qui s'appelait le DATTool. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le DATTool, mais c'était un outil très sympa. Alors on va aller voir sur Internet ce que ça nous dit. DATTool de Marco de SQLBI. Donc c'était très sympa. Pourquoi? Parce que depuis 2007, on avait la possibilité de faire du coup. Oui, je retrouve la date. J'essaie de retrouver la date sur cet article. 2007. On avait la possibilité de faire quelque chose que je trouve fantastique, c'est-à-dire d'avoir deux filtres différents. Ça, c'était un pattern du coup de scope MDX qui était proposé par Marco Russo et Alberto Ferrari déjà à l'époque. Aujourd'hui, on les voit partout sur la scène du tabulaire. On a l'impression que presque c'est des genoux de la technologie, mais en fait, ils ont eu un parcours tellement extraordinaire sur cette partie cube depuis le multidim. Donc, ils nous proposaient de créer deux axes d'analyse virtuels avec la possibilité d'avoir un axe agrégation et un axe comparaison. Donc, l'idée, c'était quoi? C'était de choisir du coup nos agrégations sur un filtre, donc de dire là je veux voir du year to date, et de voir via un axe comparaison par exemple du previous year. Donc on pouvait comparer dans ce cas-là
le preview sur par rapport à l'année en cours en year-to-date. C'était donc les choses qu'on pouvait faire à l'époque. C'était fantastique, ça donnait des fichiers Excel, parce qu'à l'époque, on n'avait pas Power BI, donc c'était principalement des tableaux croix dynamiques qui étaient assez magiques, qui nous permettaient de faire ce genre d'analyse, donc year-to-date en colonne, et éventuellement year-to-date plus comparaison par ailleurs. Donc ça a été largement utilisé. Tous ceux qui ont fait du MDX à l'époque ont fait ça. Et est arrivé le modèle tabulaire. Et là, on a voulu faire la même chose. Comment faire la même chose dans un modèle tabulaire en 2012 quand le modèle tabulaire est sorti? Pas beaucoup de solutions. Première solution, utiliser des switches. Deuxième solution, bah, pas vraiment d'autre chose. Donc du coup, on va parler de ça. On va parler de cette approche qu'on avait depuis 2012 et de ce qui a été apporté par les calculation groups qui se rapprochent beaucoup plus des scopes et qui nous permettent de faire des choses beaucoup plus sympathiques. Donc si je vous parle rapidement de mon cas d'usage, donc pour pouvoir vous présenter quelque chose aujourd'hui, j'ai préparé un modèle Power BI qui est d'une bonne taille, comme vous pouvez le voir ici. On est sur quelque chose qui fait un peu moins de 10 gigas, donc c'est déjà un beau modèle Power BI, et qui est basé, comme on le voit ici, sur un certain nombre de dimensions et une table de faits. C'est pour information les backups de Stack Overflow qui ont été restaurés. Donc l'idée générale, c'est d'avoir un modèle assez simple, une table de faits, plusieurs dimensions, et de pouvoir implémenter ce DATTool dont je viens de vous parler en DAX. Donc, première approche pour implémenter le DATTool en DAX, celle qui était disponible depuis 2012, le switch. Donc, pour faire ça, on va se rendre sur notre modèle Power BI et on va se demander qu'est-ce qu'il me faut. Première chose, il me faut une table de référence. Si je veux implémenter ça avec un switch, il va me falloir une table sur laquelle je vais pouvoir comparer mon switch. Mon switch, il va dire quoi? Si j'ai sélectionné year to date, alors tu m'affiches les données en year to date. Pour ça, j'ai besoin d'une table de référence qui contient ces infos. Donc ce que je vous propose, c'est de la faire en DAX. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire une table supplémentaire dans mon modèle. Donc je vais créer une nouvelle table DAX. Alors je vais tricher un petit peu, je vais copier-coller du code. Ça va m'éviter de passer 2 heures à écrire ça. Donc je vous propose qu'on crée déjà le premier axe qu'on va appeler date agrégation. Et j'ai implémenté du coup une fonction qui s'appelle datetable en disant la table date agrégation, elle va contenir une colonne en string et je lui mets mes 4 valeurs régulares. Je ne ferai pas d'agrégation particulière. Year to date, last 12 months, total current year. Normalement, jusqu'ici, ça va. Si je fais entrer, j'ai bien mes 4 valeurs qui vont être disponibles et ma table est maintenant là. Ouhou. Deuxième chose, vu que je vais utiliser un switch, l'idée ça va être de faire switch. Quand tu as sélectionné, donc le switch ça va me permettre de faire du conditionnel, un peu comme un if, mais avec plusieurs if imbriqués. Donc là, je vais pouvoir lui dire si c'est régular, alors tu fais telle chose. Telle chose, ça va être de jouer avec une mesure. Aujourd'hui, dans mon modèle, j'ai une seule mesure qui s'appelle nombre de postes. Donc je vais implémenter ce switch sur le nombre de postes. Ça va me permettre de voir le nombre de postes en year to date, le nombre de postes dans les différentes agrégations que j'ai implémentées. Alors je vais en profiter pour faire la seconde table calculée. C'était la première pour les agrégations. Je vous avais parlé d'une table de comparaison aussi, donc je vais la créer par ailleurs. New table. Ah, j'ai mon Power BI qui a pas apprécié mon copier-coller. Alors le problème quand on travaille sur un modèle de 10 Go, forcément, bien que j'ai une machine assez conséquente, on n'est pas exempt de problématiques de performance par rapport à ça. J'ai peut-être fait un CTRL-S inadvertent, auquel cas on n'est pas rendu. Donc ce que je vous propose, c'est
en attendant qu'ils finissent d'enregistrer le fichier, c'est de discuter de la mesure switch que je vais implémenter. Donc, en utilisant du coup, ah ben voilà, c'est arrivé. Ça arrivait, j'étais peu confiant. Hop. Donc je crée ma deuxième table de comparaison que je vais appeler date comparaison. Et dans celle-ci, il y aura 4 lignes aussi. Previous year, différence par rapport à la previous year. Donc tu voyez, j'espère que vous comprenez l'intérêt du date tool, c'est que du coup, je vais pouvoir sélectionner différence par rapport à la previous year et éventuellement le mixer avec l'autre axe d'analyse, ce qui me donnera la capacité d'avoir le year to date en différence par rapport à la previous year. On va pouvoir faire des analyses croisées comme ça va être assez puissant. Et si j'ai pas été assez clair, je vous invite à lire ce magnifique article de Marco Russo de 2007. Alors la table va se créer. Oh, et ben dis donc. Petite forme, mon Power BI. Donc pendant que la table se crée, j'ai bien fait d'ouvrir mon notepad. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être de faire un switch, en effet. Vous voyez ici. Avec un selected value. Selected value, l'objectif, ça va être de faire quoi? Ça va être de récupérer uniquement une valeur quand il y en a une de sélectionnée. Donc ça veut dire que si je sélectionne year to date, ça va me renvoyer switch de selected value, vu qu'il n'y a qu'une valeur de sélectionnée, year to date. S'il y a plusieurs valeurs de sélectionnées ou aucune, ça renverra la valeur par défaut qui est regular. Donc du coup, si j'ai une sélection multiple ou si je n'ai pas utilisé ce filtre, je vais avoir du regular, donc pas d'agrégation particulière, pas de switch particulier d'appliquer. Donc ce que on voit justement, c'est que mon première condition c'est regular, j'ai juste mis nombre de postes, ce qui veut dire que quand je vais sélectionner regular, j'aurai le nombre de postes qui sera affiché. Si je sélectionne year to date dans ma liste de valeurs que j'ai créée, j'aurai le nombre de postes en year to date. Ah bah d'ailleurs c'est prêt. Hop, on va revenir sur ma vue ici. Donc je vais créer une nouvelle mesure. Ah oui, c'est vraiment la tannée. Hein. Alors laissez-moi voir ce que c'est qui pose problème. Bah, pourtant tout va bien. Hein. C'est pas faute d'avoir une belle machine avec plein de processeurs et tout, mais et plein de mémoire. On l'avait vu avec les problèmes de streaming, c'est une soirée morose en termes de technologie pour moi. Donc je vais continuer mes explications. Donc year to date, si on le sélectionne, on aura la formule du year to date qui s'applique. Last 12 months, la formule du last 12 months. Total current year, la formule du total current year, tout simplement. Hop. Voilà, on retrouve exactement la même mesure. Je vais l'enregistrer. Alors, hop, ça va, ça a été vite enregistré. Parfait. Donc, si je prends mon nombre de postes aggregated ici, que j'affiche la valeur, 49 millions, c'est le nombre de postes que j'ai dans ma table poste. Pourquoi? Parce que je n'ai sélectionné aucun élément dans ma table d'agrégation, dans ma table de comparaison que je viens d'implémenter. Comparaison ou agrégation? Je ne me souviens plus. Agrégation, dans ma table d'agrégation que je viens d'implémenter. Vous vous souvenez, j'ai été ici, et là j'ai dit selected value de, je zoome un petit peu, date agrégation. Si jamais je mets ça dans un tableau, que je m'affiche une petite date, par exemple l'année et le mois, on voit bien que j'ai mon nombre de postes par année-mois. Tout va bien. Ce qui m'intéressait, c'était d'éventuellement pouvoir changer cette mode d'affichage via un axe. Ça, c'est pas nouveau, on peut le faire depuis l'arrivée des switches, depuis le début du DEX. Donc,
Par défaut, vu que j'ai rien sélectionné, je suis en régular. D'ailleurs, si je clique sur régular, il se passe exactement la même chose. Si jamais je clique sur year to date, on voit que mes chiffres viennent de changer. Et là, je suis bien passé en year to date. Alors vous allez me dire, je suis pas sûr que ça soit du year to date. Donc ce que je vous propose, c'est de passer dans une matrice, de garder les mois en dessous. Et de descendre la date, le date agrégation en colonne. Là, normalement, ça devrait être assez parlant. Donc, tout a l'air assez identique. Par contre, si je commence à ouvrir, par exemple, 2019, on voit que là, j'ai des chiffres différents par colonne. Donc, en régular, j'ai mes données qui ne sont pas retravaillées. En last 12 months, j'ai mon total sur les 12 derniers mois. Sur le total current year, j'ai mon total des 12 mois de l'année en cours. Et en year to date, on voit que j'ai les chiffres qui cumulent. Donc, ici, sur ce chiffre-là correspond à celui-ci. Celui-ci correspond à la somme de ces deux-là, et ainsi de suite. Ça tombe bien, ça fonctionne très bien, les performances ont même l'air plutôt acceptables pour un modèle de cette taille. En même temps, je n'ai pas fait un modèle très compliqué, c'est ce que je disais en introduction. Est-ce que ça va? Est-ce que vous suivez confortablement jusqu'ici? Si je reviens justement vers vous, pour voir si dans les commentaires vous pouvez un petit peu interagir, voir si cette partie switch, est-ce que tout est clair? Donc, ce qui est un peu plus difficile du coup, c'est de gérer la latence du stream. Donc Thomas trouve que tout est clair, donc tout va bien, je vais pouvoir continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, le but c'est que, bien que ça soit différent comme format qu'un événement où on se voit et où on peut interagir plus facilement, n'hésitez pas à envoyer des petits messages sur le chat, je les monitore assez scrupuleusement sur le côté, donc n'hésitez pas. Alors, je reviens sur mon écran de ce pas, vu que vous n'avez pas de questions. Du coup, j'ai mon year to date qui fonctionne. Question, comment je vais faire pour intégrer mon date agrégation? J'ai mon date comparaison, mon deuxième axe qui correspond finalement à un deuxième niveau de switch. Première solution, modifier ma mesure, ici, pour encapsuler un second niveau. Ça veut dire que je vais faire un switch et dans chaque niveau, ici, 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 je vais rajouter un switch. Personne ne veut faire ça, ce serait l'enfer. On ne fait pas ça. Globalement, si quelqu'un fait ça, c'est pas gentil. Ou alors, on prépare le produit cartésien des deux axes et on va dire, si c'est régular et quelque chose d'autre, alors tu fais ce calcul. Personne ne veut faire ça non plus, on est d'accord. Donc, ce qu'on va pouvoir faire éventuellement, c'est une deuxième mesure qui va se baser sur la première. Donc, je vais créer une nouvelle mesure. Ah, bah ça, mon Power BI s'est réveillé, ça c'est la bonne nouvelle. Avec mon deuxième switch. Alors, deuxième switch qui ressemble beaucoup au premier, hein, c'est on va faire un selected value sur ma seconde table qu'on a implémenté ensemble. Pareil, si jamais rien n'est sélectionné, on va rester sur du régular. Si c'est du régular, c'est le nombre de postes date agrégation qui est utilisé. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que je ne vais pas me baser sur la mesure nombre de postes, mais forcément passer par la nombre de postes data agrégation. Data agrégation, c'est ce qui va me permettre d'éviter d'avoir à encapsuler les switches dans les switches. L'avantage, c'est que c'est plus simple à écrire, la structure est assez simple. L'inconvénient, c'est que je crée une dépendance un peu bizarre entre mes nombres de postes, mes dates comparaison, mes dates agrégation. Pourquoi je devrais me baser sur date agrégation? Pardon. Ou alors que potentiellement, il va falloir que j'apprenne à faire moins de gestes avec mes mains si je veux survivre dans ce setup. Potentiellement, je voudrais utiliser, et je pourrais utiliser date comparaison tout seul sans avoir besoin du nombre de postes
basé sur date d'agrégation. Mais parce que j'utilise des switches, je suis obligé d'encapsuler les switches. Si j'ai envie de pouvoir justement imbriquer ces différents, pouvoir utiliser de façon complémentaire, comme on l'a vu dans l'article de Marco Russo, on va pouvoir mettre les deux sur le même graphique. Donc on va voir ça un petit peu plus loin. Donc mes formules, c'est un parallèle période pour la partie prévostière, un parallèle période moins les valeurs de la période en cours pour la différence, etc., etc. Rien de bien surprenant. Donc, ma mesure est implémentée. J'ai pas fait entrer. Hop. Donc, je vais pouvoir supprimer la précédente et prendre celle-ci, finalement, qui va devenir la seule que je vais pouvoir utiliser. Et on voit qu'elle fonctionne toujours dans le cadre de date agrégation. Qu'est-ce qui se passe du coup sur la partie date comparaison dans ce cas-là? Bah, rien, parce que vu que je n'ai pas sélectionné de valeur en particulier, ce qui va se passer, c'est qu'il va juste prendre la version régulière étant celle de date agrégation, donc tout va bien. Et par contre, je vais pouvoir glisser ma mesure, ma dimension, alors pas ici, pour la glisser en dessous. Je vais pouvoir dire, par exemple, hop, alors là, forcément, ça n'a pas beaucoup de sens. Previous year. Quel cas, il va me faire une étude par rapport, enfin, il va me croiser previous year et les dates d'agrégation. Alors, les chiffres ne sont pas très parlants sur cette analyse-là, mais on a certaines analyses où ça va très bien parler. Donc, on voit en tout cas qu'on peut appliquer ce filtre avec l'autre sans aucun souci. Et donc, on pourrait faire une étude, par exemple, sur du year to date, ici, et de la différence over previous year. Donc là, il m'a fait du year to date et il m'a calculé la différence over previous year. C'est pour ça qu'on voit que certains mois sont dans le négatif parce que j'ai ma différence qui est faite avec l'année précédente. Et à première vue, là, j'ai vendu moins cette année en year to date que l'année précédente. Donc on a vraiment cet intérêt-là. Ça permet de voir, par exemple, quand juillet, à partir de août, on est devenu moins profitable que l'année précédente en year to date. C'est quand même assez puissant. Le tout avec assez peu de code. Donc ça, c'est pour l'implémentation avec un switch. Et là, vous montrez ça, vous livrez ça à votre métier, il dit putain c'est génial, j'ai pu faire des rapports pour BI un peu dynamiques avec des filtres, le métier adore ça, ils sont contents et ils disent pour les nombres de postes c'était sympa, mais est-ce que tu peux le faire pour une autre mesure? Donc là vous dites ah bon, quelle mesure? Ben, au lieu de compter les postes, on voulait faire les nombres de postes distincts. Et au lieu de faire un count, on veut faire un distinct count de post ID, voilà, par exemple. Pourquoi pas? Et là, donc vous livrez cette mesure-là, on peut l'afficher. Et quand on va l'afficher, la personne va dire ah bah du coup je comprends pas quand alors je vais l'afficher dans le petit tableau à côté, ça sera plus parlant. Hop. Je vais m'agrandir un petit peu. Je comprends pas ton nombre de postes distincts, il n'a pas l'air impacté par les calculs que tu fais avec tes mesures de date agrégation et date comparaison. On voit en effet que le nombre de postes distincts, il a tout le temps la même valeur. Je ne sais pas si vous faites attention. Là, on a tout le temps la même chose. Et ici, on a tout le temps la même chose. Parce que le nombre de postes distincts, on ne lui a pas du tout implémenté les switches pour lui dire ah bah, il faut que quand je choisis date agrégation, tu fais ça. Quand je choisis date comparaison, tu fais ça. Donc, on voit une des grosses limitations qui nous ont beaucoup fait souffrir ces dernières années en tant que développeur DEX. Ça veut dire que si jamais j'ai 200 mesures dans mon modèle et que je veux donner la fonctionnalité de date tool, ou même juste pouvoir faire du year to date, quarter to date avec une dimension, je vais devoir répéter ce code autant de fois que j'ai de mesures. Et si j'ai envie d'avoir deux axes comme c'est le cas ici,
je suis obligé de le faire sur 2 mesures. Est-ce que vous imaginez le cauchemar total que nous avons vécu sur ces dernières années? Heureusement, Microsoft nous a entendus. Ça a été un peu long, parce que quand on sait qu'en 2007, on savait le faire, et qu'il a fallu attendre 2019 pour pouvoir le faire en DeX, je pense qu'on peut dire assez tranquillement que ça a été un peu long. Mais aujourd'hui, c'est possible. Comment faire? Comment faire? Assez simplement, grâce au Calculation Group. Alors, je vais pousser ça dans un coin, vu que ça ne va plus être notre centre de préoccupation. Je vais enlever le distinct. Hop. Et je vais faire un Calculation Group en Power BI. Alors, pour faire un Calculation Group dans Power BI, il faut savoir qu'il n'y a pas d'interface directement dans l'outil. On va devoir utiliser un external tool qui s'appelle Tabular Editor, qui va nous permettre de modifier le modèle de données depuis un petit outil qui a été aussi développé par SQL BI, les mêmes qui avaient fait le DATTool en MDX. Hasard, je crois pas. Donc du coup, comment on va s'y prendre? On va aller dans la liste des tables, on va faire un clic droit, Create New, Calculation Group. Là, on va me demander le nom du Calculation Group. Donc je vais l'appeler alors on va commencer par le date agrégation, donc je vais l'appeler date agrégation CG pour Calculation Group. C'est pas du tout une convention de nommage que j'essaie de vous donner. Idéalement, il faudrait que c'est du sens pour votre métier. Là, je l'appelle comme ça parce qu'on va coexister avec l'implémentation en switch. Dans un monde normal, vous n'aurez pas le switch en même temps que le Calculation Group. Donc là, j'ai créé ce fameux Calculation Group. La première chose qu'il va me falloir faire, c'est ajouter des items. À quoi correspondent les items? En fait, ça va être la même étape que celle, vous vous souvenez, où j'ai ajouté les lignes dans une table. Dans le cadre d'un Calculation Group, je ne vais pas avoir besoin d'ajouter une ligne dans une table. Ça va être directement encapsulé dans la fonctionnalité du Calculation Group. Donc, je vais pouvoir directement ajouter mon régular ici. Donc, mon item régular. Et je vais pouvoir dire mon item régular correspond à une formule qui est selected measure. Alors, j'aurais pu mettre directement nombre de postes ici. Si j'avais mis nombre de postes, ça aurait fonctionné à la place de selected measure. J'aurais pu écrire ça. Ça aurait été l'équivalent de ce qui a été fait dans le switch, mais je vais utiliser une fonctionnalité supplémentaire du Calculation Group qui est de pouvoir utiliser selected measure, ce qui va faire que ça va pouvoir s'appliquer à l'intégralité des mesures de mon modèle. Là, c'est extrêmement puissant. On est capable de directement aller appliquer la même formule de calcul en fonction d'une sélection sur une dimension qui est finalement des items de Calculation Group sur tous les éléments de notre modèle. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais qui sont intéressantes pour filtrer un peu le selected measure, parce que tous les éléments de mon modèle, ça peut être un peu trop par rapport à ce que je voudrais faire, mais en tout cas, si j'écris selected measure, je vais être capable de dire, quand tu sélectionnes régular, tu m'affiches la mesure en cours. Donc si j'affiche nombre de postes, j'aurai le nombre de postes. Si j'affiche nombre de postes distincts, j'aurai le nombre de postes distincts. Donc j'en ai créé un, je vais en créer un second. Year to date. Je vais en créer un troisième. Last 12 months. Et encore un autre. Total current year. Alors ensuite, il faut leur donner leurs différentes formules. Je vais pouvoir les reprendre du switch directement. Hop, alors, je suis sur date agrégation. Donc, on a dit le year to date, c'est ça. Tac. Donc, moi, j'avais dans le switch nombre de postes. Comme je vous l'ai dit, selected mesure. Ça va être plus pratique pour que ça s'applique à toutes mes mesures. Last 12 months.
Hop, selected. Mesure. Vous voyez qu'en plus, ça a l'avantage d'être beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus facile à maintenir parce qu'on est vraiment dans une approche, j'ai un item, cet item représente un contexte de filtre et je vais véhiculer ce contexte de filtre lors de sa sélection. Et ça, c'est quand même beaucoup plus confortable et pour l'utilisateur et pour le développeur à implémenter. Hop. Alors, est-ce que j'ai pas une parenthèse en trop ou trop loin? Tac, tac, tac. Filter, filter, filter. Et selected mesure. Vous me dites hein, si vous voyez des erreurs. Je le verrai avec 3 minutes de latence, mais je le verrai. On va indenter correctement. Comme un grand sage a dit, l'indentation, c'est la vie. Hop, donc on a nos 4 items dans un calculation group qui s'appelle data agrégation CG qui font maintenant exactement la même chose que mon switch implémenté dans mon nombre de postes, mais qui va encore plus loin parce qu'il va être capable de s'appliquer à toutes les mesures de mon modèle. Ah, apparemment, il y en a un qui n'aime pas le total current year. Pourquoi? Alors, j'ai peut-être une parenthèse qui a sauté. Value, filter, all. Ah bah oui, en effet. Tac, tac, tac. Filter, value, year max. Hop, fermez la parenthèse. Alors, c'est toujours devant la parenthèse qu'on voit. Il y a encore une qui manque. Il m'a dit non, il y en avait de la parenthèse. Parfait. Vous ne m'avez pas dit dans les commentaires, je vous félicite pas. Ça aurait été gentil de me prévenir qu'il manquait des parenthèses. Donc on a notre calculation group qui marche. J'ai fait CTRL S sur mon clavier, j'aurais pu faire save et je vais pouvoir fermer. Et là, il me propose, il me dit qu'un calculation group a été mis à jour et il a besoin d'être rafraîchi manuellement. Je clique et il devient disponible dans mon modèle. Ici, on voit date agrégation CG que je vais pouvoir déplier. Alors on voit qu'il y a écrit name, c'est pas très avenant. Ça, j'aurais pu le changer dans le nom du calculation group. D'ailleurs, je vais aller le faire parce que n'oublions pas, les modèles tabulaires, c'est avant tout des modèles sémantiques. Donc si on ne fait pas de sémantique, si on laisse des choses qui s'appellent name, on a raté une partie du produit quand même. Donc pour changer le nom, vous voyez, c'était le petit attribut qui était ici. Et donc je vais pouvoir l'appeler date agrégation CG. Et je recommence à sauvegarder. Ah, autant il n'avait pas mis très longtemps à me sauvegarder la première fois. Là, ça lui semble un peu plus compliqué. Voilà, ça m'apprendra à vouloir faire plus de sémantique qu'il en faudrait. Le destin s'attaque à mon trop plein de rigueur. Parfait. Donc du coup, on le retrouve bien ici, le nom a changé. Je vais pouvoir le descendre ici. Reprendre mon nombre de postes. Alors, je vais refaire la même matrice que tout à l'heure. Bon, à la limite, je vais la copier-coller, ça va me faire gagner du temps. Hop. Sauf que je ne veux plus utiliser le date comparaison nombre de postes, je veux utiliser directement le nombre de postes. Et je ne veux plus utiliser le date agrégation qui est ici, je veux utiliser directement le calculation group. Donc on retrouve bien ici notre calculation group qui est un axe d'analyse comme les autres. On va voir d'ailleurs un peu plus loin à quel point c'est un axe d'analyse comme les autres. Et ma valeur de nombre de postes non modifiée, brute, initialement présente avec une agrégation très simple dans mon modèle, qui est utilisable. Et on retrouve bien ici le même fonctionnement que sur notre switch. On voit bien que sur cette colonne-là, j'ai un last 12 months, sur celui-ci, j'ai du régular, etc., etc. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça infiniment plus simple.
nous avons un screen qui apparaît en haut à gauche qui cache une partie des informations. Vous avez tous quelque chose en haut à gauche qui vous cache certaines informations? Alors, je regarde le retour, pourtant moi je vois rien. On a Mathieu qui est là normalement pour faire le modérateur, mais... Alors... Du coup... Ok, bah je vois du coup que ça doit être un problème localisé. Il y a Mathieu qui est là si besoin pour les problèmes techniques de cet ordre-là, Anne. Alors du coup, une fois qu'on a ça, ce serait intéressant de pouvoir se dire qu'est-ce que ça donne dans le cadre de mon deuxième calculation group dont on avait parlé, celui qui gérerait les dates comparaison. Est-ce que ça resterait tout aussi simple? On l'espère. Hop, donc je vais retourner le modifier, External Tool, Tabular Editor. Merci Guillaume. Du coup, hop, je vais créer un nouveau calculation group. Je vais l'appeler date comparison CG. Bon, maintenant vous connaissez le trick. Hein. Le name, je vais le changer tout de suite. Comme ça ramera qu'une fois. Et je vais l'appeler date comparison CG. Et je vais rajouter mes calculation items. Regular. Ensuite, previous year. Bon, normalement, vous commencez à comprendre le fonctionnement de tout ça. Et diff% over previous year. Hop. Parfait. Alors là, je les ai écrits tout bêtement. Maintenant, il faut mettre les formules qui sont adaptées à chaque item. Encore une fois, quand on va cocher un item, son contexte de filtre va s'appliquer sur les différents, sur toutes les mesures de mon modèle tel que je l'ai implémenté. Du coup, Anne est en train de me faire mon debug de feed. Alors du coup, est-ce que la network connectivity, si c'est réglé, c'est parfait. Tac. Donc, calculate up pour le previous year, on va mettre le calculate. On n'oublie pas de changer par selected measure. Alors, j'avais une conversation intéressante avec quelqu'un qui s'appelle Pierre aujourd'hui qui me disait que c'était plus performant quand on n'utilisait pas selected measure, mais qu'on mettait une mesure qu'on utilisait, par exemple, nombre de quelque chose, nombre de postes. En effet, ça va potentiellement, parce qu'il n'y a encore aucune garantie là-dessus, plus performant dans certains use cases de mettre la mesure directement, mais on perd quand même une grosse partie de la feature qui est avoir un contexte dynamique en fonction de la mesure qui est sélectionnée. Alors, on va revenir sur ce sujet de performance parce qu'il y a un certain nombre de mythes ou de compréhension qu'il faut avoir vis-à-vis de cette performance. Donc, est-ce que là, je vais avoir fait un copier-coller satisfaisant? Parfait. Mon calculation group est créé rapidement en plus. Et donc maintenant, je vais être capable de sélectionner ce nouveau calculation group que je retrouve ici et qui contient les éléments et le contexte de filtre sur chacun de ces attributs que je vais pouvoir cliquer. Et là, on voit que bon, forcément, si je clique previous year sur certaines agrégations, ça n'a pas vraiment de sens. Mais par contre, différence par rapport à la previous year, on voit que là, ça a beaucoup plus de sens. Et vous voyez que l'effet est cumulatif. Ça veut dire que je vais être capable
je vais être capable de sélectionner 2 calculation groups avec des effets qui vont être cumulatifs. Une fois qu'on a dit ça, on a le droit d'avoir peur. Parce que je vais faire une petite note du coup sur les inquiétudes qu'on peut avoir avec les calculation groups. C'est très puissant, c'est génial. On fait des mesures dont le contexte de filtre va s'appliquer sur toute notre sélection, sur toutes les mesures de notre modèle éventuellement. C'est génial. L'inconvénient, c'est que ça va s'appliquer à toutes les mesures de notre modèle. Imaginez un petit malin qui a décidé de mettre sur le filtre on all page previous year. Ici. Vous avez un calculation group qui va s'appliquer sur toutes vos pages de tout votre Power BI, sur toutes les mesures, sans que ce soit vous qui ayez mis cette mesure. Donc vous arrivez, vous décidez de mettre un indicateur supplémentaire, mais ça va être le premier qui n'est pas en previous year. Eh bien, vous allez être un peu embêté. Heureusement, vous pouvez le corriger d'une certaine façon. Il y a plusieurs solutions pour ça. Alors déjà, évitez de mettre des filtres sur toutes les pages quand vous utilisez des calculation groups. Essayez de scoper les calculation groups au maximum sur les visualisations, ce qui vous permettra d'éviter les effets de bord qui sont incompréhensibles. Si jamais vous aviez vraiment besoin de vous en sortir, il faut savoir que le calculation group est utilisable exactement comme n'importe quelle mesure, n'importe quelle dimension, n'importe quel attribut de votre modèle. Donc, je pourrais faire nbpost previous year, par exemple, ou ouais, si on va mettre previous year, et je peux très bien écrire calculate nbpost data agrégation CG égale. Alors comment je l'avais écrit, que je fasse pas de typo. Est-ce que j'en ai un quelque part? Voilà, c'est là. Previous year. Et en faisant ça, je pourrais dire cette mesure contiendra toujours une vision telle qu'elle a été implémentée dans le calculation group de la previous year. C'est encore plus puissant que ce qu'on pouvait imaginer, vu que ça va me permettre d'une de fixer certains axes d'analyse et de deux de pouvoir faire les mises à jour sur les règles de calcul à un seul endroit, et elles seront appliquées sur toutes les mesures qui utilisent ce calculation group. Donc là, si je décidais que le previous year, on appliquait un patch par défaut, un plug, comme on appelle ça dans certains métiers financiers, de moins 15 000 euros ou moins 15% de l'année précédente pour être sûr d'avoir de l'évolution sur cette année. Non, faites pas ça, hein, c'était un mauvais cas d'usage. Et je pourrais l'implémenter dans mon previous year tel qu'il est défini dans mon calculation group, et pourtant utiliser cette mesure comme une mesure individuelle. Et tout ça de façon tout à fait efficace, aussi efficace que si vous aviez fait un parallèle période. Donc c'est à ne pas oublier qu'on peut l'utiliser comme ça. Ça permet aussi, quand un calculation group est sélectionné sur une autre valeur, de forcer le previous year. C'est-à-dire que même si mon fil de page était sur regular, j'aurais pu mettre du previous year en faisant ça. J'aime bien quand mon ordinateur pense que Power BI est un jeu pour moi. In-game HUD available. Alors, Power BI n'est pas un jeu vidéo, à première vue. On va laisser charger ça. Donc, attention, on ne le dira jamais assez, les calculation groups sont très puissants, mais il faut bien penser à leur champ d'application qui, par défaut, est global à tout votre... à toutes les selected mesures, donc à toutes vos mesures. Donc vous allez pouvoir ajouter des si le nom de la mesure commence par pour faire des filtres pour aller plus loin. Mais idéalement, essayez à chaque fois que vous faites une visualisation donnée d'appliquer le calculation group sur cette visualisation. Donc ça, c'était les points importants sur lesquels je voulais venir. Dans les éléments, les questions qu'on se pose souvent, c'est est-ce que un switch est moins performant qu'un calculation group? Alors là, je regrette de ne pas avoir été aussi loin que ce que j'aurais voulu avec mon stream. J'aurais voulu que vous puissiez dire +1 ou quelque chose, avoir des petites alertes sur le stream qui pop. Mais ce sera pour la prochaine fois. Du coup, est-ce que vous pensez que le switch est moins performant? Qui pense que le switch est moins performant que le calculation group?
pendant que vous vous posez la question, que vous répondez à la question, je vais lancer un DAX Studio. Test Power BI. Donc, si je prends, pour vérifier ça, dans View, le Performance Analyzer. Performance Analyzer, ça va me permettre d'enregistrer les performances de mes différents visuels. Et donc, si je prends déjà le switch pour commencer, je vais pouvoir cliquer sur ce petit bouton ici pour lui demander de me générer la requête qu'il y a derrière cet élément-là. Alors, je vais faire un peu plus simple. Je vais enlever l'axe ici et je vais prendre uniquement le last 12 months, par exemple. Hop. Donc là, j'ai un tableau qui m'affiche le last 12 months sur toutes les lignes par mois. Ça me met le chiffre de l'année sur tous les mois finalement, ce qui pourrait me permettre de faire un ratio entre le mois en cours et l'année. Et donc une fois que j'ai ce last 12 months, je vais pouvoir récupérer, alors pour ce visuel, sa requête. Je prends la requête DAX, je la colle dans DAX Studio, et là je vais pouvoir faire un serveur timing pour voir combien de temps ça prend. Je vois bien mon résultat de requête. Et dans mon serveur timing, je vois que j'ai 30 requêtes qui sont exécutées. 30 requêtes qui sont exécutées et qui vont chercher dans le Storage Engine. Ça, c'est des requêtes de Storage Engine. On voit que j'ai beaucoup de formules engine. Pourquoi pas? En même temps, vu que je suis sur du Power BI Desktop et que je suis du coup sur une machine qui a des grosses performances, le SE va aller très vite. Du coup, ça c'est pour ma requête sur le switch. Si je fais la même requête sur le calculation group, hop, je me mets sur last 12 months, même résultat à première vue. Alors un des avantages aussi majeurs, et j'en ai pas parlé, ça me revient alors en le faisant, un des avantages majeurs, c'est que dans les calculation groups, vous allez aussi pouvoir spécifier des formats pour chaque calculation item. Et ça, c'est extrêmement puissant, ça évitera de faire comme dans le switch, on est obligé de faire des formats en requête DAX, et du coup, tout devenait un string. Et bien ici, on aura vraiment des formats au sens tabulaire du terme, donc qui vont être une couche sémantique supplémentaire. Ça, c'est fantastique. Et donc, si je prends ma requête sur celui-ci, hop, on fait un clear, on actualise, on copie la requête. Donc, on avait mis 415 millisecondes, on avait 30 requêtes sur le Storage Engine. Hop, je lance celle-ci. On voit 32 millisecondes, donc beaucoup moins de millisecondes en effet. Là, c'est pas la même requête définitivement. J'ai raté quelque chose. Oui, j'ai pas filtré ou je sais pas ce que j'ai fait. Mais Houston, on a un problème. Alors, comparons les requêtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Touk. Ah oui, c'est parce que ici, j'ai utilisé... Non, je ne vais pas vous tenir la jambe 3 heures sur ce sujet-là. Le message principal que je veux faire passer, tout ça, je l'ai documenté dans un article de blog qui va sortir après. C'est que le nombre de requêtes sur le Storage Engine est souvent assez proche quand on utilise le switch et le calculation group. Donc l'impact de performance est rarement transcendant.
par défaut. Après, ce qui se passe, c'est que vu que c'est infiniment plus simple à implémenter un calculation group, on va avoir des différences quand même, parce que la requête sera beaucoup plus vite optimale en calculation group, parce qu'on l'aura écrit beaucoup mieux de base qu'avec un switch. Hop, date comparaison. Alors, je vais quand même essayer de ressortir la même chose. Last 12 months, je vais enlever ça. Ah oui, mais là, c'est pas ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû prendre le previous year. Je me suis emmêlé les pinceaux. Ah oui, et en plus j'ai mon filtre. Personne me dit, personne me dit. J'ai toujours, vous voyez, je vous disais que quand on laissait un filtre comme ça en global sur notre rapport, on risquait d'avoir des problèmes. Hop, voilà. Là, on a des chiffres qui sont identiques et ça m'inquiète beaucoup moins. D'ailleurs, on voit tout de suite l'avantage en termes de format, je vous en avais parlé. Là, ici, le format est conservé sur le calculation group et pas du tout sur la partie nouvelle mesure que j'avais dû créer pour mon switch. Donc ça, c'est un avantage assez extraordinaire de mon point de vue en termes de maintenance et de lisibilité. Et donc, si je reprends mes différentes requêtes, hop, ça va aller vite. Donc l'idée, c'était aussi de vous montrer cette démarche de pouvoir vraiment à chaque fois se baser sur des traces de DAX Studio plutôt que sur 49 millisecondes et 9 requêtes. Ça me paraît plus pertinent. Des traces de DAX Studio plutôt que sur un feeling au doigt mouillé dans Power BI. Vos use cases, ils sont incroyablement compliqués. Quand on fait du DAX, on peut aller très très loin dans la complexité. Donc du coup, avoir DAX Studio qui permet d'avoir des métriques qui soient fiables et de par son storage engine, mais aussi de par les plans d'exécution qu'on retrouve ici, les query plans que je peux aussi générer, alors qu'ils sont beaucoup moins faciles à lire pour le coup, qui me permettent de voir vraiment ce que va faire et le Formula Engine et le moteur, et d'essayer de comprendre basé sur des faits et non plus sur des sentiments, ce qui est très trompeur souvent en DEX. Ça va être une bonne chose à réfléchir. Donc j'avais 9 requêtes sur le premier, 9 requêtes, je crois, sur le Storage Engine, 6 requêtes sur celui-ci. J'ai encore quelque chose qui traîne parce que j'ai fait ce test, ou alors j'ai eu un changement depuis. Moi, je ne vais pas mourir dans l'effet démo, donc je vous documenterai tout ça. Je vous ai dit, j'ai un blog post qui sort. Normalement, vous avez le même nombre de requêtes, en tout cas dans ce contexte-là. J'ai dû faire un misclick quelque part. Alors, voilà pour le message que je voulais passer. Dans les messages de précaution que je veux vraiment vous donner par rapport à l'utilisation, attention vraiment au fait que ça s'applique sur toutes les mesures. Attention à la précédence. Vous avez vu là que j'ai 2 calculation groups différents. Ici. Qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de faire une différence du coup entre 2 valeurs avec un calculation group qui va faire d'abord une soustraction, qui va me faire une somme après la différence. Donc il y a l'ordre d'exécution des calculation groups qui va être importante. C'est très facile de faire des choses fausses si jamais vous calculez d'abord un pourcentage avec un premier calculation group et ensuite vous faites une somme. Somme de pourcentage, rarement une bonne idée. Donc du coup, il faudra bien faire attention à cet ordre d'exécution. Et ça se gère pareil dans Tabular Editor. Dans la partie sur chaque calculation group, vous avez des calculation group précédences. Et ça va être crucial lorsqu'on commence à les utiliser beaucoup de comprendre la précédence des différents calculation groups parce que comme je vous disais, vous avez décidé de faire la différence par rapport à l'année d'avant et par ailleurs la somme dans un certain de l'année en cours. Si jamais vous faites ça sur des pourcentages, ça ne sera pas très bon. Il faudra mieux faire d'abord la somme de l'année en cours et ensuite appliquer le pourcentage. Donc ça, vous allez pouvoir le gérer avec la précédence. Vous voyez qu'à chaque fois que vous allez en créer un, le nombre va être différent et vont s'incrémenter. Et ensuite, vous pouvez le changer. Si j'avais envie d'exécuter la comparaison avant
l'agrégation, je pourrais mettre 6 ici, 5 ici, et du coup, je vais avoir l'inverse en termes d'exécution qui va se réaliser. Voilà pour cette partie présentation des calculation groups un peu avancée, pas tant que ça finalement, mais avec 3 notions principales. D'une, la comparaison avec un switch, où on voit que c'est beaucoup plus simple à réaliser, à maintenir et à écrire que dans un switch. En second, le fait que ça soit applicable à toutes les mesures de notre modèle. Point fort et aussi faiblesse, parce que si jamais on en applique dans un contexte de filtre trop large, on va se retrouver avec des effets de bord qu'on n'attendait pas, et les impacts sur les performances. Alors, je vous reprends sur cette vue. Est-ce que c'était suffisamment clair pour vous et est-ce que vous avez des questions ? Alors, je vois une question de Thomas, je vais en profiter pour y répondre. Thomas, en effet, c'est disponible dans Tabulaire en on-premise. Oui, donc oui, Thomas, on peut faire du on-premise et du SSS. Ça dépend de la version de Tabulaire. Il faut une version plutôt récente. Mais sur les dernières versions de Tabulaire, c'est disponible et ça se fait soit avec Visual Studio, soit avec Tabulaire Editor. Anne, on peut publier ce rapport, bien sûr, dans Power BI Service. C'est 100% du Power BI compatible avec Power BI Service. Alors, si vous n'avez pas beaucoup plus de questions, bah tiens, du coup, si vous n'avez pas beaucoup plus de questions, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur une petite partie un peu plus liée au... Donc déjà, je remercie tous ceux qui étaient principalement intéressés sur les calculation groups. J'espère que ça vous a plu. Et je vous propose de passer sur une partie un peu plus orientée groupe des développeurs data platform avec du coup l'intervention de Mathieu. Si jamais j'arrive à l'afficher sur le stream, ce qui est un peu le défi du moment, pour qu'on réponde éventuellement à vos questions et surtout que vous puissiez nous indiquer les sujets qui vous intéressent à l'avenir, qu'on puisse présenter les sujets qu'on pourrait présenter bientôt. Donc je vais juste hop, changer de vue.